Quoi? Encore un autre top 6? Ben oui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un autre top 6. Eh oui, ces temps-ci, je fais beaucoup de top, mais c'est parce que j'aime ça et j'ai d'excellentes suggestions de votre part également. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des idées de top 6, gênez-vous pas à les mettre dans les commentaires. Ça nous fait toujours un plaisir. Et surtout que moi, j'adore faire des recherches. Donc, quand je me mets sur un sujet, je me mets à faire beaucoup de recherches, puis ça me rappelle aussi beaucoup de jeux que j'ai joués. Et ça me fait également remarquer d'autres jeux que je n'ai pas encore essayé. Donc, que ce soit une thématique, un style, un genre, des idées, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné d'excellentes idées. J'ai beaucoup de petites listes comme ça que je pars en parallèle, mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer aux jeux abstraits. Donc, qu'est-ce qu'un jeu abstrait? Parce que c'est assez vague comme description, un jeu abstrait. En gros, pour classifier ça de manière générale, lorsqu'on pense aux échecs, bon, les échecs sont un des jeux abstraits et probablement le jeu abstrait le plus connu. Donc souvent, c'est des jeux qui ont une absence de thème. Donc c'est des jeux qui sont très mécaniques, mais de plus en plus, je dirais qu'ils commencent même à avoir des jeux abstraits avec un thème. Là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est abstrait si ça a un thème? Bon, c'est certain, je me suis basé beaucoup avec la classification sur Board Game Geek, mais l'interprétation de chacun est probablement peu... on peut s'en permettre un peu à gauche et à droite là-dessus. Donc, certaines personnes vont peut-être avoir pensé que certains types de jeux sont abstraits ou des choses comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de réponse officielle. J'y suis allé avec un peu mon gut feeling, comme qu'on dirait. Bon, bien entendu, comme à l'habitude, je vais toujours tricher un petit peu en vous donnant quelques petits jeux qui ont pas assez proche de faire la liste, mais là, j'en avais tellement que je pense que j'aurais pu faire un top 20. Mais il y en a quelques-uns qui se sont démarqués quand même, sans pour autant réussir à faire mon top 6. Alors, je vais commencer immédiatement avec mes mentions honorables. Dans mes mentions honorables, il y a un jeu qui s'appelle Battleship. Battleship, c'est quoi? C'est un petit jeu qui a de l'air très, très enfantin, mais c'est un jeu qui est très, très, très agressif. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire dans Battleship? On a des jetons d'ailleurs, des gros jetons de plastique, et on va devoir tenter de déplacer notre ligne et au fur et à mesure de la partie, on va essayer d'occuper le plus de territoire possible. Le X, c'est que quand on déplace, eh bien, on va prendre autant qu'on veut dans une pile. Donc, on a souvent des piles de jetons, on en prend une certaine partie et on les déplace en ligne droite et on va les porter le plus loin possible. Le hic, bien entendu, c'est que au fur et à mesure de la partie, on va être amené à bloquer les autres joueurs. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un jeu où on va littéralement se bloquer sans arrêt. Un jeu abstrait d'ailleurs vraiment excellent. Je vais continuer. Bon, un autre jeu que celui-là, c'est un vieux jeu, c'est le Rummy. Ah, j'ai un petit faible pour le Rummy. J'ai déjà parlé de ce jeu-là dans différents tops, dans différentes vidéos aussi. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup avec les petites choses en plastique, les petites palettes en plastique qu'on va déplacer, essayer de faire des suites, des choses comme ça. C'est un vieux jeu, mais je l'apprécie beaucoup. Encore une fois, dans mes mentions honorables, le jeu Dragon Castle. Dragon Castle est une espèce de successeur spirituel du Mahjong. Donc, les tuiles, encore une fois, des belles tuiles de qualité avec des symboles dessus. Et là, on va avoir une espèce de pyramide, un château, et on va devoir prendre les tuiles qui sont identiques, des choses comme ça, et les placer sur un plateau de jeu. Un excellent jeu abstrait que je vous conseille si jamais vous le connaissez pas. Je continue encore une fois dans ma folie des mentions honorables. Le jeu Onitama, un petit jeu à 2 joueurs vraiment super, une espèce ça me fait penser presque aux échecs parce qu'on va devoir essayer de déplacer nos pions, mais là, les déplacements vont être variés parce que là, on va avoir 2 déplacements devant nous, il va y avoir un déplacement au milieu, et là, ça se trouve être des façons qu'on puisse bouger. Sauf que quand on va en utiliser un, il va aller au milieu, et là, on va prendre le nouveau. Donc, on va s'alterner comme ça entre les joueurs, les façons de se déplacer. On va devoir essayer d'aller vaincre le pion maître de l'autre joueur, ou encore d'arriver dans la zone, de s'asseoir sur son trône. Un super bon jeu abstrait qui a passé tout près de faire mon top. Le dernier qui a passé proche de faire mon top, c'est le jeu Patchwork. Patchwork, un jeu de petits polyominoes, de petites pièces de Tetris qu'on va placer. On va faire une courte pointe. Le thème est un peu bizarre, mais c'est un jeu qui est absolument incroyable. Celui-là a vraiment passé à 2 doigts. Je pense que ça aurait été mon numéro 7, Patchwork. Mais on va y aller immédiatement avec mon vrai top 6. Numéro 6.
En sixième place, je commence immédiatement avec mes petites tricheries. Ben oui, quand je fais mes tops, je me trouve toujours une façon de me tricher moi-même pour inclure le plus de jeux possible. Alors je vais y aller avec le jeu Azul. Mais avec Azul, je pourrais même mettre Azul Glasses of Sintra et même le nouveau Azul Summer Pavilion, pavillon d'été, que je viens tout juste d'essayer. Azul, c'est quoi? C'est un jeu où on va placer des petites pièces de plastique vraiment géniales qui ressemblent d'ailleurs à des bonbons. Bon, il y a une version qui ressemble à des Jolly Ranchers, l'autre version ressemble à des Starburst. Mais je dirais que c'est un jeu abstrait parce que on va devoir sélectionner différentes tuiles. Et là, peu importe la version d'Azul, les trois sont trois jeux complètement différents, mais qui retirent leur ADN, un peu un ADN similaire. Les trois me donnent un feeling différent. Je pense que j'aime les trois, mais c'est un jeu que j'ai joué énormément. Le X, c'est que Azul a eu un espèce de gros buzz lorsqu'il est arrivé sur le marché et ça fait en sorte que j'ai joué énormément. Et là, tout le monde voulait jouer, parfait, excellent, je vais jouer avec tout le monde, mais j'ai fini par jouer énormément et peut-être un peu trop. Ceci dit, en jouant avec Azul, Glasses of Sintra et les pavillons d'été, j'ai retrouvé le plaisir de jouer à ce jeu abstrait-là. C'est un bon jeu, c'est un bon concept. C'est un jeu bien pensé qui va demander de se casser un peu la tête et qui peut devenir très agressif, surtout lorsqu'on joue à deux joueurs, parce que on va se relancer et là, il y a des joueurs souvent qui vont se ramasser à être obligés de prendre plusieurs tuiles et ils ne pourront pas les placer, ça va leur donner beaucoup de points négatifs. La dernière version, le pavillon d'été, est un petit peu moins agressif que les deux autres, je dirais. Quand je dis agressif, là, c'est pas des coups fourrés, mais c'est juste que si on compte, à un moment donné, plus on joue et on dit, ça peut devenir plus technique. Sinon, Azul, un super bon jeu abstrait. J'ai peut-être un peu moins d'intérêt d'y jouer dernièrement, mais il faut que je remarque que c'est un bon design et pour le fait qu'il réussit à en faire trois, bon, certains vont dire qu'ils vont tirer un peu la sauce, mais ça se trouve être trois jeux qui sont quand même relativement différents tout en étant similaires, et c'est pour ça que les trois se méritent une place en numéro 6. Numéro 5. En cinquième place se trouve un jeu avec un beau matériel. C'est des gros blocs de bois assez chunky, c'est The Climbers. The Climbers est un jeu abstrait, bien entendu, où on va devoir littéralement jouer au roi de la montagne. On va devoir escalader. Donc, le jeu, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne. Dans le jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On a un petit bonhomme et on va devoir se déplacer. Mais là, pour se déplacer, il faut toujours réussir à pouvoir monter. Donc, il y a des cubes de certaines hauteurs. Et là, on va devoir essayer, à chaque tour, on va déplacer un cube et déplacer notre personnage. Donc, on va essayer d'escalader comme ça. Et le X, ce qui est difficile, c'est qu'on doit seulement escalader sur des cases qui sont de notre couleur ou de la couleur neutre. Donc là, on va amener à déplacer des blocs, les tourner, regarder les meilleures façons de les placer de manière à bloquer l'adversaire, mais de pouvoir essayer de réussir à monter tout le temps, parce que le but, il faut constamment monter. Donc, on va déplacer des blocs, ça devient un casse-tête vraiment génial. On a également des petites échelles qu'on peut servir une fois seulement dans la partie, qui vont nous permettre de pouvoir monter une plus grosse zone. Et le but, c'est littéralement de bloquer l'autre et de faire en sorte qu'il ne puisse plus monter. Un jeu qui peut devenir, encore une fois, comme beaucoup de jeux abstraits à deux joueurs, ça peut jouer du coude pas mal, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai joué énormément à ce jeu-là. Il y a une belle présentation aussi sur la table, c'est des gros blocs de bois massif. Oui, le jeu est un peu dispendieux, puis surtout quand on regarde, on dit que c'est juste des blocs de bois avec des côtés colorés, mais la présentation est vraiment géniale. C'est un excellent jeu qui gagne à être connu, The Climbers. Numéro 4. En quatrième place, on retrouve un jeu qui est sorti à peu près dans le même temps que le Azul original. Et étant donné que c'est deux jeux abstraits, je dirais que les gens ont été apportés à les comparer un petit peu de par leur nature. C'est le jeu Sagrada. Sagrada, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu où on va devoir drafter des dés. Donc, on va sélectionner des dés, on va devoir essayer de les placer sur un plateau de jeu qui représente un vitrail. Premièrement, moi, j'ai trouvé que le matériel était très beau. Les dés translucides sont absolument magnifiques et je trouve que le jeu a une belle présentation. Surtout que sur notre vitrail, à l'intérieur, on va placer notre petite carte et sur cette petite carte-là, il va avoir différents éléments. Donc, des fois, on va être obligé de placer un chiffre sur une certaine case. Des fois, ça va être une couleur. Mais là, ce serait très facile. Pour compliquer les choses, on ne peut jamais avoir deux chiffres ou deux couleurs identiques une à côté de l'autre. Fait que je dirais que, pour extrapoler un peu, ça se trouve être une version gamer d'un Sudoku. Bon, pas tout à fait là, mais c'est un peu le feeling général que ça m'a donné. Un gros plus pour Sagrada, ma femme a adoré ce jeu-là, c'est pas habituellement, je joue pas beaucoup, mais Sagrada, il y a quelque chose qui l'a attiré dans ce jeu-là, et j'ai trouvé que le concept était très bien pensé. C'est un jeu qui se joue bien, peu importe le nombre de joueurs, et ça va tout le monde faire son petit puzzle. Pour ajouter, pour pimenter un peu les choses, il y a certaines petites cartes que j'appelle les cartes de cheat, des cartes de triche, qui vont nous permettre de pouvoir tordre un peu les règlements de manière à pouvoir placer différents dés à des endroits. Encore une fois, c'est un petit puzzle vraiment génial, et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top de mes jeux abstraits favoris. Numéro 3.
on est rendu en troisième place. Et là, je vous parlais des jeux abstraits, en général, qui n'ont pas trop de thème. Mais là, dans tous ceux-là que j'ai fait, bon, Azul, certains qu'on place des tuiles, The Climbers, c'est des blocs de bois, il n'y a pas trop de thème. Sagrada a un beau petit look, mais encore là, ultimement, on place des dés. Celui-là, par exemple, c'est Santorini. Santorini est un jeu qui se rapproche beaucoup des échecs, parce que on va prendre un personnage, on va le déplacer et on va construire un bloc. OK? Jusque-là, c'est très simple et c'est les règles complètes du jeu. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours aussi monter de un étage. Et là, on va être amené à monter d'étage, construire des blocs, et le but, c'est d'aller siéger sur le dessus du troisième étage. Mais le jeu serait très facile. Ce qu'on peut faire également quand il y a un troisième étage, c'est de placer un dôme par-dessus, donc de bloquer l'accès. En gros, c'est vraiment un jeu très, très abstrait. D'ailleurs, la première version du jeu était une version faite avec des cubes, des espèces de pièces très, très neutres. Mais lorsque Roxley Games a décidé de reprendre le jeu, ils ont fait affaire avec les excellents illustrateurs Mr. Cuddington, donc des illustrateurs québécois vraiment super et qui ont donné tout un caractère au jeu. Donc Santorini est devenu une espèce de jeu très bubbly avec une boîte de jeu c'est très très coloré. Et là, on est des petits personnages et on va construire des bâtiments. Donc un bel hommage justement à la ville de Santorini avec ses petits toits bleus comme ça et ses bâtiments. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que chaque partie va être différente parce que chaque joueur va avoir un dieu, donc un pouvoir de dieu différent. Et là, les possibilités sont infinies. D'ailleurs, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est qu'on va drafter des dieux ou on va simplement les faire des 4 de 7 à ce jeu-là. C'est mon jeu que j'ai le plus joué. Donc, j'ai joué plus d'une centaine de parties répertoriées à ce jeu-là parce que j'aime bien ça calculer mes statistiques. Santorini est le jeu que j'ai le plus joué. Encore une fois, bon, les parties sont très rapides, c'est très simple à jouer, mais il y a un petit côté puzzle, un petit côté très échec, il faut penser à plusieurs coups à l'avance et anticiper les mouvements de manière à bloquer l'adversaire. C'est un jeu qui est, bon, la boîte dit 2 à 4 joueurs, il y a une version à 3 joueurs, c'est complètement chaotique, à 4 joueurs, c'est très ordinaire. 2 joueurs. C'est fait pour être joué à 2 joueurs, ce jeu-là. C'est un jeu de duel. Je comprends qu'il est marqué 3 et 4 sur la boîte, mais c'était simplement pour ouvrir un peu les possibilités, probablement une question de marketing. C'est un jeu à 2 joueurs et un excellent jeu à 2 joueurs. Et si vous vous dites, j'ai déjà joué, mais on n'avait pas utilisé les pouvoirs de Dieu, il faut utiliser les pouvoirs de Dieu, c'est ce qui va donner tout le cachet au jeu. Donc Santorini, un jeu absolument génial que je vous invite à découvrir. Numéro 2. On est rendu en deuxième place et une fois de plus, je me permets de tricher dans mon propre top 6. Je vais nommer 2 jeux. C'est le jeu Yinch et le jeu Devon. Bon, premièrement, c'est quoi ces noms-là à coucher dehors? Ça veut rien dire. C'est pas un acronyme pour quoi que ce soit. C'est des jeux qui font partie de la série GIPF. Ben oui, un autre nom à coucher dehors. D'ailleurs, si vous verrez les noms de tous les jeux, il y a Tsar, il y a Lynx, il y a Punkt, tous des jeux avec des noms complètement sans aucun sens. Et lorsqu'on les regarde, ça ressemble à des jeux très ternes. Ils ont des plateaux très similaires, mais ce sont tous des jeux complètement différents. Ce sont des jeux abstraits d'excellente qualité. Je n'ai pas essayé toute la série. Je dirais que dans ma collection, je possède le jeu Yinch et Devon parce que lorsque j'en avais essayé, bon, avec mon ami Mathieu, j'en avais essayé d'ailleurs quelques-uns. Merci d'ailleurs Mathieu de m'avoir fait découvrir ces jeux-là. Donc j'en avais joué plusieurs, mais c'est vraiment les 2 sur lesquels que j'ai accroché, c'est Yinch et Devon. Donc 2 jeux abstraits vraiment géniaux. Au final, dans Yinch, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir essayer de placer des pièces de manière à aligner, faire des lignes de plusieurs jetons consécutifs. Mais là, c'est très difficile à expliquer comme ça. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai fait une vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment un jeu abstrait. On va devoir essayer de compétitionner contre l'autre joueur. Parce que c'est tous des jeux à 2 joueurs. On va devoir penser plus loin que l'adversaire en effectuant des mouvements comme ça. Bon, en gros, dans Yinch, comme j'expliquais, on va avoir des jetons, on va devoir les déplacer. Lorsqu'on va les déplacer par-dessus, on va les retourner de côté, un peu comme le Othello, si on veut. Et là, en les retournant, on va les retourner tous de côté. Donc, si jamais il y a des jetons à moi ou des jetons à l'adversaire, ben, les 2, ils vont être inversés. Ça peut sembler bizarre et c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais malgré leur look vraiment, vraiment ordinaire, malgré leur nom qui fait absolument aucun sens, ce sont des jeux qui sont excellents. Devon, récemment, avant, je préférais Yinch. Et là, plus je joue à Devon et plus je commence à aimer ce jeu-là. Dans Devon, encore une fois, on va devoir toujours penser. Et c'est ce qui est drôle parce que c'est tous des jeux qui sont tellement différents. Mais quand on les regarde visuellement, on se dit comme, OK, mais c'est la même chose. C'est pas du tout pareil. C'est très difficile à expliquer aussi. Mais gars, je vais arrêter d'essayer de vous les expliquer. Les jeux de la série GIPF sont excellents. Yinch et Devon sont mes favoris de la série et c'est la raison pour laquelle ils se méritent une place en numéro 2 de mon top 6 de mes jeux abstraits favoris. Numéro 1.
on est maintenant rendu à la première place. Et là, ça n'a pas été facile parce que j'avais tellement de jeux que je pensais. Et lorsque j'ai fait mon top, même celui-là m'est arrivé un peu après parce que je dirais qu'il est un peu moins abstrait que les autres. Bon, encore une fois, je vous disais en début de vidéo que des fois, les jeux abstraits commencent à avoir des thèmes un peu. Celui-là, je trouve qu'il y a un bon petit thème. Et c'est le jeu War Chest, qui a été traduit sous le nom de Champ d'honneur. Donc, War Chest, c'est quoi? C'est un jeu où on va devoir contrôler des points. Donc, on a des points de contrôle qu'on va devoir avoir, mais le jeu vient avec un concept de backbuilding. Donc, on va avoir un sac avec différents jetons. D'ailleurs, des jetons qui sont très épais, très massifs, qui sont très agréables à manipuler. Et il va y avoir différentes unités qu'on va contrôler, donc des soldats, des archers, des choses comme ça. Donc oui, il y a un petit côté militaire, mais au final, avec la présentation, c'est très abstrait quand même parce que au final, c'est des jetons avec différentes habilités qu'on va avoir. Et là, ce qui est intéressant à ce jeu-là, c'est que lorsqu'on va tirer des jetons, parce qu'au début de notre tour, on va tirer un certain nombre de jetons de notre sac, et ça va être les activations qu'on va pouvoir faire. Donc, ce jeton-là va pouvoir servir soit pour pouvoir placer l'unité sur le plateau de jeu, mais si l'unité est déjà présente, on va pouvoir simplement la renforcer, donc placer un autre jeton par-dessus. Donc, ça va nous permettre qu'elle ait, si on veut, un peu plus de points de vie pour qu'elle puisse avoir une meilleure résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les déplacer, ces pièces-là, et pour qu'elles puissent réussir à soit vaincre les pièces de l'adversaire ou aller se placer sur les points de contrôle, on va devoir également défausser un jeton de la même sorte. Donc, on vient avec une espèce de gestion des jetons. Donc là, on va devoir acheter des jetons pour les rajouter dans notre sac, mais chaque fois qu'on va tirer un jeton, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on va faire avec. Est-ce qu'on va l'utiliser pour justement bouger notre pièce, qui va être nécessaire? Mais là, si l'adversaire nous détruit nos jetons, on va avoir de moins en moins d'activation. Donc, on a une espèce de côté très de gestion de ces petits jetons-là. Un jeu absolument magnifique. Le matériel est vraiment super. C'est un jeu qui gagne à être découvert. Une nouvelle extension qui est sortie d'ailleurs il y a quelques mois déjà, qui rajoute juste plus de possibilités. War Chest, un jeu absolument génial. Ce que je trouve drôle, c'est que ce jeu-là, il y a également un jeu que Vincent a parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. C'est le jeu Undaunted Normandy qui retire beaucoup de son ADN. Undaunted Normandy est un jeu de deck building avec un thème de guerre. Donc la première version, Normandy, est un thème de Deuxième Guerre mondiale, mais les deux jeux ont été designés par la même équipe. Et là, c'est drôle parce que les deux jeux ont été designés. Au début, on commençait avec Undaunted, et là, au fur et à mesure de leur design, ils ont commencé à mettre de côté certaines idées pour pouvoir les inclure, et là, ils ont décidé de partir War Chest. War Chest, d'ailleurs, après ça, est sorti en premier, suivi d'Undaunted, mais c'est deux jeux qui ont une ADN un peu similaire. Cependant, ce qui démarque War Chest, justement, par son côté abstrait, c'est l'élément de backbuilding qui rend vraiment le jeu une petite coche au-dessus. On doit vraiment penser à qu'est-ce qu'on va faire, et c'est un excellent petit casse-tête et très agréable. Ceci dit, ce jeu-là est également disponible en 2 contre 2 et j'ai été surpris parce que les jeux en équipe, habituellement, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais de plus en plus, quand on les découvre, ceux-là, j'ai vraiment été surpris par la version parce que War Chest se joue à 2 joueurs ou encore à 4 joueurs, donc il n'y a pas de version à 3 joueurs, c'est vraiment en équipe ou un contre l'autre, et j'ai vraiment été surpris par cette version-là, et c'est la raison pour laquelle il se mérite une place en numéro 1. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 de mes jeux abstraits favoris. Alors, c'était pas une catégorie facile parce que de devoir, premièrement, délimiter qu'est-ce qui était un jeu abstrait parce que, comme je dis, c'est pas évident. Au final, je me suis quand même basé un peu avec BGG pour voir, comme pour War Chest, là, qui avait vraiment clairement indiqué que c'était un jeu abstrait. Mais sinon, je sais que c'est une catégorie très vague, très abstraite. Ah, quel jeu de mots douteux. Mais je veux savoir, quel est votre jeu abstrait favori? C'est même pas obligé d'être un jeu abstrait. Si vous pensez dans votre tête que c'est un jeu abstrait, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Comme ça, on va peut-être pouvoir découvrir encore plus de jeux, parce que malgré les 6, oui, les 4-5 petites mentions que j'ai faites, des jeux abstraits, il y en existe des centaines et des centaines. Que ce soit des jeux classiques, des jeux modernes, c'est une catégorie qui, malgré son approche difficile, parce qu'on est tellement habitué d'avoir des thèmes forts, avoir des miniatures, des choses comme ça, on est habitué d'avoir un gros tape à l'œil. Les abstraits à l'origine n'étaient pas quelque chose qui m'attirait moi-même. J'étais vraiment surpris parce que à l'origine, j'étais pas nécessairement un fan de jeux abstraits, mais de fil en aiguille, j'ai appris à découvrir les jeux qui me plaisent et j'ai vraiment réussi à trouver des véritables petites perles. Donc, c'est une catégorie de jeux qui est pas nécessairement pour tout le monde, mais malgré le fait que des fois, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous et qu'ils font toutes la même chose, ce sont des jeux complètement différents. Alors, je pense que ça fait le tour un peu de ma vidéo. Gênez-vous pas de mettre un petit pouce en l'air, ça remonte toujours le moral. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous? Abonnez-vous, parce qu'on sort du contenu de manière régulière et on essaie de sortir du contenu diversifié qui va vous intéresser. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!
Oh, puis en passant, vous avez encore des idées de top 6? Mettez-les dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires.